Mesdames, Messieurs, bonsoir. La drépanocytose est la maladie héréditaire la plus répandue dans le monde. Selon l'OMS, la prévalence du trait drépanocytaire se situe entre 10% et 40% dans certains pays africains subsahariens et plus de 55 millions de personnes en sont porteurs dans le monde. Les enfants de moins de 5 ans payent le plus lourd tribut et la majorité des enfants atteints de la forme la plus sévère de la maladie SS meurent avant l'âge de 5 ans, le plus souvent d'une infection ou d'une anémie grave. La drépanocytose est pourtant toujours méconnue par les populations qui courent le risque d'avoir un enfant drépanocytaire en cas d'union avec un partenaire également porteur d'un gène anormal ASAC. La plupart des cas sont découverts trop tardivement, soit lorsque se déclenchent les crises douloureuses caractéristiques de la drépanocytose, soit au stade de complications graves irréversibles de la maladie. C'est la raison pour laquelle depuis le 22 décembre 2008, l'Assemblée générale de l'ONU a décrété la date du 19 juin de chaque année, Journée mondiale de la drépanocytose. Pour mieux optimiser les résultats en matière de prise en charge de la drépanocytose, il a été créé entre les structures associatives nationales de lutte contre la drépanocytose d'Afrique, le réseau africain de lutte contre la drépanocytose, en abrégé REAL Drépanocytose. Le réseau est composé des pays suivants: le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, sans oublier Madagascar. L'objectif est entre autres de renforcer les capacités des responsables d'associations en matière d'élaboration de projets à travers les cas pratiques de projets répondant aux besoins des différentes associations membres du réseau. L'organisation d'un séminaire international de formation et de plaidoyer sur la drépanocytose du 21 au 25 juin 2021 à Ouagadougou par le réseau est une contribution au renforcement des capacités de ses membres. Et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau M. Dramane Banao. M. Banao est coordonnateur national du comité d'initiative contre la drépanocytose au Burkina Faso. Madame Fanta Koulibaly, elle est la secrétaire générale de l'association malienne de lutte contre la drépanocytose. Madame Mariam Wan, présidente de l'association de soutien aux drépanocytaires en Mauritanie. Également sur ce plateau, M. Maguey Ndiaye. M. Ndiaye est président de l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose. Et puis Madame Fatimatou Ima. Madame Ima est présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Madame Koulibaly, pouvez-vous nous présenter le réseau africain de lutte contre la drépanocytose? Merci ma chère. C'est un grand plaisir pour nous, membres du réseau, d'être aujourd'hui devant les téléspectateurs de la RTB et sur votre plateau. C'est un honneur pour nous de parler de cette maladie orpheline, cette maladie handicapante qui affecte toute la communauté. Donc, le REAL, Réseau africain de lutte contre la drépanocytose, a été créé en 2013 sous l'impulsion de la direction de la coopération internationale de Monaco, la DCI. Donc, on a jugé nécessaire de conjuguer nos efforts pour une synergie d'action entre les différentes associations. Vous venez de dire du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal et de Madagascar. Donc, pour avoir cette synergie et constituer ensuite un groupe de pression, un groupe de plaidoyer, il faut des objectifs. Cela passe nécessairement par l'amélioration des conditions de vie des malades drépanocytaires dans nos pays et aussi à faire connaître la drépanocytose et les conséquences liées à cette maladie, tant sur le plan national, sous-régional qu'international. Donc, le groupe de plaidoyer, ça nous amène à aller vers les décideurs pour susciter leur implication, leur accompagnement dans le combat que nous menons. Également, amener nos patients drépanocytaires à mieux vivre avec cette maladie. Donc, le réseau, de sa création à nos jours, a eu à faire beaucoup d'activités. Le réseau a tenu son assemblée constitutive ici, à Ouaga, ce qui fait qu'on est dans le pays de la naissance du réseau
car on a la reconnaissance du Burkina Faso. Donc le réseau est né au Burkina. Le réseau est né, l'Assemblée constituée a eu lieu au Burkina ici en 2014, par suite d'un atelier. Donc là, après 2014, on a été au Mali pour un plaidoyer lors du 10 mai, la journée africaine de lutte contre la drépanocytose. On a fait un plaidoyer au Mali. Après ça, on s'est retrouvé à Dakar en 2017 pour un atelier toujours de renforcement de capacité des membres du réseau. Et en 2018, on était à Niamey chez Madame Ima. C'est pour dire que c'est une question de plaque tournante entre les différents pays membres. En 2019, on était chez Mariam Wan à Nouakchott pour des ateliers sur l'élaboration et l'écriture de projets que nous continuons. Et également, après Mariam, on a été ici aujourd'hui, parce qu'on devrait se réunir en 2020 avec, comme tout le monde le sait, la pandémie de Covid-19. Les choses ne sont pas pu être entrées dans l'ordre comme on voulait à temps. Donc, on a jugé nécessaire de se réunir ici à Ouaga du 21 au 25 juin pour parler encore de drépanocytose et surtout sur l'élaboration des projets dans le futur. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au réseau comme étant secrétaire général de ce réseau. Quelle est la prévalence de la drépanocytose en Mauritanie? Madame Wan. D'après une étude réalisée en 2012, le taux de prévalence de la drépanocytose en Mauritanie est de 12%, dont 8% d'homozygote, de taux de zygote plutôt, de porto SS. Voilà. Et au Niger? Au Niger, la prévalence est de 23%. Je pense que c'est là où la prévalence est la plus importante par rapport aux pays qui sont membres de ce réseau. Donc nous avons une forte population de drépanocytaires au Niger. Est-ce que la même situation au Sénégal, Monsieur Magué Ndiaye? Chez nous, c'est 10% de la population, donc c'est un taux assez approximatif dès l'instant qu'il n'y a pas eu de nouvelles études pour vraiment revoir un peu les statistiques sur le terrain. Mais bon, depuis pratiquement plus de 45 ans, les dernières études qui avaient été faites révèlent un taux de 10% de la population. Monsieur Banaouan, quelle est la prévalence de la drépanocytose au Burkina Faso? Oui, au Burkina Faso, il y a une étude qui a été menée par le ministère de la Santé de décembre 2019 à janvier 2020. Et cette étude a estimé la prévalence de la drépanocytose à 4,63%, dont 54,12% d'homozygotes SS. Mais il faut préciser également que cette étude a réussi à estimer également la prévalence du trait drépanocytaire à 35,05%. Elle a précisé également qu'au niveau, dans le milieu rural par rapport au milieu urbain, au niveau du milieu rural, elle a estimé la prévalence de la drépanocytose à 6,54% et au niveau du milieu rural, c'est 2,67%. Voilà un peu les statistiques dont on dispose depuis janvier 2020. La situation au Mali, Madame Koulibaly? Au Mali, la prévalence est à 17% de porteurs de traits drépanocytaires et 12% de drépanocytaires confirmés. D'accord. Madame Wan, quelle est la situation de la drépanocytose en Mauritanie? En Mauritanie, d'après une étude épidémiologique réalisée par l'association en 2012, le taux de prévalence sur un échantillon de 710 femmes enceintes est de 12% de porteurs très drépanocytaires et 8% de homozygotes. D'accord, je vois que ces différents pays sont constitués en association pour renforcer la lutte et améliorer la prise en charge des malades. Quel est l'état des lieux de la lutte contre la drépanocytose? Toujours avec vous, Madame Wan. Bon, la lutte contre la drépanocytose en Mauritanie est très difficile. Pour dire parce que la maladie a été très mal connue au début et l'État ne met pas l'accent sur ça aussi. Donc avec l'association, on se bat pour vraiment sortir cette maladie de l'anonymat et qu'elle continue malheureusement à faire
des ravages en silence. Donc notre association fait la sensibilisation, la formation du personnel de santé et du personnel enseignant dans les familles pour vraiment faire sortir cette maladie. On se bat pour vraiment venir en aide à tous les malades de la drépanocytose en Mauritanie. Monsieur Ndiaye, comment vous êtes organisé au niveau du Sénégal? Alors, au Sénégal, je pense que depuis que l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose est née, il y a eu un déclic au niveau social, dans la mesure où nous avons aidé à faire sortir la drépanocytose de l'homme. C'est que le problème avec la drépanocytose, c'est que beaucoup de gens souffrent de la drépano et le cachent. Et on le voit dans nos sociétés, des responsables, de grandes autorités qui ne veulent même pas en parler. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, parce que peut-être qu'il y a d'abord ce facteur qui fait qu'on définit souvent la drépanocytose comme une maladie inconnue, ça c'est de un. Mais beaucoup de gens, dans cette incompréhension, ont tendance à assimiler la drépanocytose à des facteurs extraordinaires qui font que les gens qui ont cette maladie et qui se considèrent comme autorités pensent qu'en révélant le statut des enfants seront peut-être stigmatisés ou bien désignés du doigt. Alors l'association, avec ses campagnes de sensibilisation et d'information, a aidé à faire sortir de l'ombre l'existence même de la drépano. Parce que moi qui vous parle, je suis drépanocytaire de forme sévère et à chaque fois je le dis haut et fort pour montrer aux gens que ce n'est pas une fatalité. C'est juste une hérédité qui fait qu'on en souffre, c'est vrai, avec des conséquences. Alors l'association aussi a permis de faire avancer énormément de choses, parce que quand on va en plaidoyer, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont, mais il faut aussi choquer. Et nous sommes dans des pays africains où il faut automatiquement que les politiques prennent des décisions. Et pour que ces décisions soient prises, il faut qu'il y ait ce plaidoyer fort qui montre la réalité du terrain. Et avec des reportages, des sensibilisations, des plaidoyers, nous avons quand même bousculé l'autorité à telle enseigne qu'il y a eu pas mal de changements, il y a eu des formations maintenant de plus en plus avec des jeunes médecins et de plus en plus avec la coopération internationale. Nous avons eu des acquis, mais aussi un centre quand même de référence et de prise en charge pour les enfants qui constitue un noyau extraordinaire pour la prise en charge de la drépanocytose au Sénégal. Madame Ima, quel est l'état des lieux de la lutte contre la drépanocytose au Niger? Donc au Niger, comme je vous l'ai dit, on a une forte population de drépanocytaires et c'est une maladie qui coûte très cher. C'est une maladie qui, la moyenne du coût pour une hospitalisation varie de 50 000, ça va aller jusqu'à 200 000, sinon au-delà de 200 000. Et on sait qu'au Niger, le SMIC tourne autour de 34 000. Vous voyez que c'est une maladie qui n'est pas à la portée de la population. Ce qui a amené l'association, nous en tant que parents d'enfants drépanocytaires, à avoir une stratégie d'auto-assurance pour les malades de 2008 jusqu'en 2018, parce qu'on a mis un système de carte d'adhésion que le malade prend à 2 000 francs l'année, et c'est ce montant-là qu'on ramasse pour apporter une sorte de subvention au niveau de l'hôpital national de Niamey, et ce qui permettait aux malades détenteurs de cette carte d'adhésion d'avoir une réduction de 80% sur les coûts des prestations de l'hôpital, à savoir surtout les frais d'examen médicaux qui coûtent très cher aux malades. Mais ça a duré, comme je vous l'ai dit, de 2008 jusqu'à 1998 à 2018. Parce qu'il se trouvait que l'hôpital aussi se trouvait dans une situation financière difficile et cette convention, ce contrat a été rompu, ce qui veut dire qu'actuellement les parents supportent à 100% le coût de cette maladie. Donc nous, ce qu'on attendait des décideurs, c'est qu'il faut qu'on trouve encore un autre système d'allègement du coût de cette maladie. Sinon, beaucoup de parents, quand ils amènent leurs enfants à l'hôpital, au centre, nous avons, en tant qu'association, nous avons fait un plaidoyer pour avoir un centre de référence de la drépanocytose au Niger. Effectivement, l'État subventionne ce centre, mais ça ne suffit pas, puisque les coûts reviennent à 100% encore aux familles, ce qui est insupportable, ce qui veut dire que la prise en charge n'est pas ce qu'on voulait. Madame Koulibaly, comment vous êtes organisée pour mieux prendre en charge cette maladie?
Le combat que l'AMLUD mène au Mali, c'est pratiquement la même chose que dans tous les autres pays. Mais il y a un point fort au Mali, c'est que nous avons pu bénéficier de la création d'un centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose qui s'occupe de la prise en charge. Donc avec le combat de l'association, on a pu réduire le coût à hauteur de 40% pour le malade et ses parents, et les 60% reviennent à l'État et à ses partenaires. Mais au-delà de tout ça, il faut reconnaître qu'il y a encore un faible engagement politique parce que le Mali ne bénéficie pas du programme national de lutte contre la drépanocytose, alors que nous en avons fortement besoin, car ça permet d'intensifier la lutte et ça témoigne le degré d'engagement des autorités dans le combat que nous menons. Donc voilà un peu ce qu'on a pu faire. Monsieur Bana, vous vous retrouvez dans les différentes explications. Comment vous êtes organisé ici au Burkina Faso? Oui, merci bien. Je voudrais dire également que la situation est pratiquement la même au niveau de la sous-région. En fait, le poids financier de la prise en charge est très élevé au niveau des familles. Et également, il faut reconnaître que même au Burkina, on n'a pas un programme national de lutte contre la drépanocytose. Et donc, nous sommes organisés en association. Et c'est le site Burkina, le comité d'initiative contre la drépanocytose au Burkina. Et nous avons 11 antennes régionales qui relaient l'information au niveau terrain, de manière à pouvoir sensibiliser les populations sur le terrain. Il faut dire que le comité d'initiative contre la drépanocytose a mené en tout cas beaucoup de séances de sensibilisation, de formation de parents drépanocytaires à la connaissance des signes simples qui doivent amener en tout cas à consulter. Nous avons également créé avec l'appui des partenaires financiers un centre d'information sur la drépanocytose avec un numéro vert qui est le 65 48 0101 et qui devrait permettre normalement à chaque fois lorsqu'on reçoit un appel de pouvoir effectivement répondre à la préoccupation de la personne qui est appelée. Je voudrais terminer en disant aussi que compte tenu du fait que le poids financier est très élevé sur les familles. Et justement, parlant de poids financier, à combien peut-on estimer une prise en charge d'un drépanocytaire par mois? Oui, justement, c'est une des insuffisances également que nous voulons relever à un moment donné. Vous savez que nous avons eu la chance de bénéficier de l'étude de prévalence parce qu'on ne disposait pas de statistiques pour mener le plaidoyer. Et donc cette dernière étude qui a eu lieu de 2019 à 2020 nous a permis de disposer des taux de prévalence de la drépanocytose et qui nous permet au moins de pouvoir expliquer ce que représente la drépanocytose dans notre pays. Mais maintenant, par rapport au coût financier, par rapport à cette étude, il y avait une étude de coût qui était liée à cette étude de prévalence. Mais cette étude, faute de moyens, n'a pas eu lieu. Et nous aurons souhaité que, effectivement, cette étude complémentaire se fasse de manière à ce qu'on puisse nous déterminer des coûts de façon officielle autour desquels nous pouvons communiquer. Il faut dire également qu'à ce niveau, il y a une étude CAP qui devait se faire, comportement, attitude des populations par rapport à la maladie. Alors donc, ça, ce sont des insuffisances et nous souhaitons que ce soit quand même, que ces insuffisances soient levées de manière à améliorer effectivement la disposition de statistiques. Comme nous avons la chance, entre guillemets, d'avoir un drépanocytaire sur le plateau, il peut peut-être nous dire à combien on peut estimer une prise en charge mensuelle. Alors, moi, comme j'ai l'habitude de le dire, quand je suis là, c'est pour tous les drépanocytaires. Et comme vous l'avez si bien noté, je vous remercie au passage pour cette implication quand même. Et au Sénégal, c'est une étude qui a révélé que c'était à 500 000 francs par malade. Mais il se trouve par an. Il se trouve que ça, c'est pour un drépanocytaire correct, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas une crise douloureuse l'année. C'est juste pour les consultations de routine, les bilans, les médicaments. Mais imaginez si dans l'année, il a une ou deux crises qui nécessitent des hospitalisations. Donc, ce qui veut dire que c'est des coûts qu'on dépasse. Mais c'est des coûts aussi disproportionnels par rapport au pays, par rapport au taux de revenus. Parce que même si c'était à 1 franc, il faut
tout juste qu'on fasse de telle sorte que ce coût-là ne soit pas senti en totalité par le patient. Et c'est ça l'objectif de nos combats à travers le REAL, à travers tout le réseau, pour que ces coûts ne soient pas seulement l'affaire des patients ou bien de leur famille. Mais au Sénégal, quel que soit le coût, c'est difficile pour un drépanocytaire de vivre correctement, même si on est fonctionnaire comme moi ou salarié. Mais à la longue, la poche va se trouiller à cause des crises répétitives. Madame Ima, quelles sont les difficultés de prise en charge des drépanocytaires au Niger? Les difficultés de prise en charge, c'est surtout le taux de pauvreté des familles. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des familles, quand elles amènent un enfant en détresse, en situation d'urgence au niveau du CNRD, et donc on arrive à délivrer une ordonnance, vous allez entendre le parent ou la maman ou la grand-mère qui a amené le malade dire « Même les frais de taxi, je les ai empruntés pour l'amener en consultation. » Comment cette famille peut pouvoir honorer, acheter des médicaments à hauteur de 20 à 35% pour toute la journée? Donc vous voyez dans quelle situation vivent ces parents-là. Donc tout le problème tourne autour de la pauvreté de la famille. Parce que comme je vous l'ai dit, les familles ne sont pas en mesure de supporter le coût de cette maladie. Donc c'est vraiment très pénible. Très pénible. Et il y a toujours, pour nous, au niveau de l'association nigérienne, chaque famille qui a 1 ou 2 enfants drépanocytaires, nous le classons dans une famille comme un cas social. Il devient un cas social parce que vraiment, il a besoin d'assistance. Et malheureusement, tout ce qu'on est en train de faire comme plaidoyer, il faut que le gouverneur, que les décideurs s'investissent dans cette maladie. Parce que les parents ne sont pas en mesure de supporter ça, ce qui veut dire que la prise en charge ne serait pas optimale. Au Mali, Madame Koulibaly, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Au point de vue traitement, comme ils ont tous dit, la gestion d'une crise, ça va de 100 000 à 200 000, ce qui n'est pas à la portée du Malien lambda. Mais avec l'association, nos combats nous ont permis de faire prendre la drépanocytose parmi les maladies qui sont dans l'assurance maladie obligatoire. Donc ça, du coup, ça allège beaucoup la prise en charge. Donc il y a les 40%. Et ensuite, si vous êtes adhéré à l'AMO, ça te revient encore beaucoup plus moins. Donc c'est un combat de longue haleine qu'on a gagné et qui fait vraiment le bonheur de beaucoup de drépanocytaires. Comme Mme Ima a dit, on a tout un fichier de drépanocytaires, de familles démunies qui ont plus d'un drépanocytaire. Donc nous menons des plaidoyers auprès des gens de bonne volonté, même pour pouvoir approvisionner ces familles-là en nourriture. Parce qu'avec déjà 2 ou 3 drépanocytaires, s'il faut subvenir à leurs besoins médicamenteux et nourrir le reste de la famille, ce n'est pas chose aisée. D'accord. Monsieur Banaon, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en matière de lutte contre la drépanocytose au Burkina? Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est tout d'abord les statistiques. Parce que pour mener un bon plaidoyer, il faut disposer des statistiques. Et lorsque dans les autres pays, on parle du coût de la prise en charge, ou du moins du coût que la famille supporte, bon, c'est sur la base de chiffres qui ont été établis à travers une étude. Donc il y a d'abord la disponibilité des statistiques pour mieux mener le plaidoyer. Le deuxième aspect, c'est vraiment la méconnaissance de la maladie. Il faut reconnaître que la drépanocytose est toujours méconnue par nos populations. Et à ce niveau, il faut reconnaître que aussi il y a beaucoup de préjugés par rapport donc à la maladie, ce qui fait que les familles drépanocytaires se cachent et jusqu'à présent n'arrivent pas à déclarer qu'ils sont drépanocytaires pour avoir une bonne prise en charge. Aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est l'insuffisance du plateau technique pour le dépistage et également pour la prise en charge de la drépanocytose. Voilà, entre autres, certains aspects que je peux relever ici. Monsieur Ndiaye, au-delà de l'aspect financier, quelles autres difficultés rencontrez-vous au Sénégal? Alors, les difficultés, c'est comme j'ai eu à le dire, c'est quand même des décisions politiques. Parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître que quels que soient les types de plaidoyer, quels que soient les arrangements qu'on fait, l'entraide
le social qu'on est en train de faire, il faut qu'à un moment donné, que ce soit au niveau institutionnel, qu'il y ait des décisions politiques capables quand même. Et c'est ça le problème au Sénégal. Jusqu'à présent, l'État ne s'engage pas à prendre vraiment la préoccupation des drépanocytaires au niveau politique. D'accord. Et Madame Wan, à Mauritanie? La prise en charge en Mauritanie est presque inexistante. L'association supporte la prise en charge de tous les malades munis d'une carte. Les membres doivent se présenter avec leur carte chez les médecins référents de l'association, c'est des médecins volontaires pour les consultations. Et quand ils reviennent avec une ordonnance, c'est l'association qui prend en charge les médicaments. Parce que la plupart des malades sont ici vraiment, je peux dire 90% des malades sont ici des familles démunies. Mais à quel moment avez-vous senti le besoin de vous constituer en association? C'est à cause de mes 2 frères qui sont malades SS. Et j'ai perdu 2 grandes sœurs SS. Donc j'accompagnais ma maman à chaque fois à l'hôpital et je la voyais courir de charlatan au marabout parce que la maladie était très mal connue. Et c'est lors de l'un des hospitalisations de mon jeune frère à l'hôpital, un médecin sortant de la Côte d'Ivoire qui a détecté cette maladie. C'était son premier poste à Rosso, c'est à 200 km de la capitale où on vit. Donc, quand il est venu, il a regardé, il a écrit sur la fiche drépanocytose, il a mis 3 points d'interrogation. Et là, il nous a demandé de faire, il n'y avait que le test d'ML. On a fait le test d'ML et ça a révélé positif. C'est en ce moment qu'on a commencé à chercher les traitements. Et j'ai cherché dans le net pour voir comment on peut traiter la drépanocytose. Et qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? Parce qu'on ne la connaissait pas. Et c'est là que je suis tombée sur une dame qui a une organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. C'est celle-là qui m'a vraiment poussée à ouvrir cette association. Elle m'a mis en rapport avec Mme Hima et Mme Mariam Li, qui était la première présidente de l'association du Burkina. C'est comme ça que j'ai créé l'association. Et j'étais au collège encore. Et j'ai juré que je vais vraiment faire tout pour vraiment aider les drépanocytaires à se soigner. Un témoignage vraiment poignant. Vous êtes beaucoup de courage. Vous êtes beaucoup de courage. Madame Koulibaly, à quel moment au Mali vous avez senti le besoin de vous mettre en association? Pour moi, c'est vraiment un engagement personnel. Parce que sur 4 maternités, j'ai eu la malchance d'avoir 2 drépanocytaires SS, dont le premier est mort à l'âge de 3 ans. Donc j'ai cherché à adhérer à l'association. L'association existait déjà. J'ai cherché à adhérer et c'est de là que j'ai commencé le combat. Bon, après le décès de mon premier garçon, je me suis dit à quoi bon de baisser les bras. Il faut que je continue à me battre afin qu'une autre femme ne perde son enfant à cause de cette maladie fatale. Donc c'est vraiment un engagement personnel pour vraiment apporter aux nombreux malades du Mali le peu que je peux afin de les soulager. Madame Ima, c'est une histoire personnelle à la base ou alors oui, il y avait c'est autre chose? C'est une longue histoire parce que notre association du Niger est la plus ancienne des associations. Effectivement, en 1996, moi je me présente avec mon enfant drépanocytaire sous les bras au niveau de l'hôpital national de Niamey. On fait la queue. Et quand on est dans la queue, il y a toujours des urgences qui viennent, des enfants drépanocytaires qui arrivent en catastrophe avec des anémies sévères, avec une fièvre de 40-41 degrés. Et chaque fois, moi je fais presque la police, je m'arrange à demander à ce que les autres parents laissent passer ces urgences-là. Donc, moi j'amène mon enfant qui est malade, je n'ai pas passé la nuit, je n'ai pas dormi et je viens au niveau de l'hôpital de la pédiatrie, je trouve un cas pire que ce que j'ai amené. Et vous cédez votre place? Voilà, et je cède ma place, je demande aux autres parents de céder la place pour faire passer cet enfant-là qui est en situation de détresse. Et j'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et chaque fois, on me dit que c'est la drépanocytose. Alors que mon fils que j'ai amené a la drépanocytose. Mais chaque fois quand je rencontre un cas, c'est pire que ce que j'ai amené au niveau de chez ce médecin-là. C'est à ce stade-là, je me suis dit, ça,
il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on s'organise parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et quand on a créé l'association, un membre de l'association, on l'a payé, une dame, pour lui donner les frais de déplacement pour passer la journée au niveau de l'hôpital pour pouvoir surveiller les enfants drépanocytaires et puis faire passer les cas d'urgence. Donc, vous voyez, donc c'est une maladie qu'on a vécue avec nos enfants. On est obligé de s'organiser, on est obligé de se concerter pour que notre voix porte plus loin, pour pouvoir améliorer nos situations de vie et de nos malades aussi. Ok, Madame Koulibaly va ajouter quelque chose. Concernant ce que Madame Lima vient de dire, effectivement, la drépanocytose, c'est une maladie de l'urgence. C'est ce qui fait que Monaco a formé dans chaque pays des médecins référents qui travaillent avec l'association. Donc, en cas d'urgence, on sait immédiatement à qui s'adresser. Et vraiment, ces médecins référents sont à notre disposition nuit et jour. Donc, c'est un cas qu'il faut saluer. Et là aussi, ils se sont regroupés, ces différents médecins se sont regroupés et ils ont écrit un guide de prise en charge de la drépanocytose. Donc, ça permet à n'importe quel médecin ou n'importe quel docteur de pouvoir gérer une crise en suivant les instructions qui sont dans le guide, même sans avoir fait un DU ou une autre spécialisation sur la drépanocytose. Donc c'est le lieu de saluer l'effort de la principauté de Monaco à travers la coopération internationale. Madame Ima voulait compléter. Oui, je voulais compléter pour dire qu'effectivement la drépanocytose est une maladie d'urgence et c'est ce qui nous a poussé au niveau du Niger à faire sortir les malades au niveau de l'hôpital national pour qu'on ait un centre qui est dédié uniquement à ces malades. Parce qu'on a un besoin de prise en charge d'urgence. Les malades viennent en cas de détresse dans une situation d'urgence. Si le personnel n'était pas disposé à accueillir les malades en urgence, il y a beaucoup qui risquent de mourir sur le tas. Et c'est ce qui a fait que nous avons fait un plaidoyer auprès du consulat de Monaco du Niger et auprès de la princesse Caroline de Monaco qui a accepté de nous construire un centre de 98 et le centre a ouvert ses portes en 2010. Donc c'est pourquoi maintenant toutes les associations membres du REAL, on a chacun un centre qui est dédié uniquement aux drépanocytaires et on espère que le Burkina va faire aussi le pas pour qu'il y ait un centre dédié à ces malades-là. C'est une nécessité, ce n'est pas un privilège. Monsieur Banao, effectivement, on n'a pas de centre de prise en charge comparativement aux autres pays. Mais comment vous vous organisez alors? Oui, comment ça se passe? Justement, par rapport à la prise en charge, effectivement, en l'absence de centre de référence de la drépanocytose, parce que pratiquement sur le plateau, le Burkina est le pays qui ne dispose pas de centre de référence de la drépanocytose. Tout à fait. Alors comment on s'organise pour améliorer quand même la prise en charge des drépanocytaires? Et il faut dire que le site Burkina a opté pour une stratégie de s'appuyer sur les structures de santé partenaires en évaluant avec eux le plateau technique et le besoin de renforcement des capacités. Alors, à partir de là, nous essayons de mobiliser des ressources auprès des partenaires pour renforcer les plateaux techniques de manière à ce que, en attendant d'avoir un centre de référence de la drépanocytose, et que les structures de santé soient à même d'apporter un minimum par rapport à la prise en charge de la drépanocytose. Donc, mais le centre n'est pas un impératif pour vous, vous n'en avez pas besoin? Oui, ben, j'ai saisi l'occasion pour remercier sincèrement M. le Président de l'Assemblée nationale qui a bien voulu accorder une audience au réseau au niveau de la commission santé de l'Assemblée nationale, où ça a été une de nos préoccupations qui a été soulevée à ce niveau, au-delà du poids financier de la lutte contre la drépanocytose. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une grosse préoccupation pour nous de disposer d'un centre de référence de la drépanocytose, au-delà d'un programme national de lutte contre la drépanocytose qui va permettre de fédérer les luttes autour donc, de la drépanocytose. Okay. Madame je voulais compléter ce que Draman a dit. Ce n'est pas seulement le Burkina qui ne dispose pas de centre, la Mauritanie aussi n'a pas encore de centre. Oui. Donc on se bat avec nos malades dans les hôpitaux. Voilà. Vivement qu'on mette à votre disposition des centres
afin d'améliorer la prise en charge des drépanocytaires. Nos plaidoyers vont porter le fruit. Monsieur Ndiaye, comment vous êtes organisé? À quel moment vous avez senti le besoin de mieux vous structurer? C'est d'abord ma maladie, parce que quand on est drépano et qu'on souffre, qu'on sent une différence avec les autres, en étant en milieu scolaire, dans le quartier, on savait qu'on n'était pas comme tout le monde, on ne pouvait pas peut-être jouer ou bien fournir des efforts physiques comme tout le monde. Mais moi, j'ai fait partie des hommes ou bien peut-être des enfants qui ont toujours été un peu fougueux. Je défendais d'abord la cause des enfants, voilà, des pères, des frères qui étaient comme moi au lycée, à l'école, qui souffraient de cette stigmatisation parce qu'en étant jeune, peut-être on ne comprenait pas, ou bien quand il y a des absences répétitives, parce qu'en milieu scolaire, quand on est drépano, si on n'est pas compris, on risque vraiment de ne pas faire une bonne scolarité. Alors c'est ce qui a créé ce déclic en moi et d'où l'urgence de vraiment se mettre en commun, d'unir des forces. Et petit à petit, tout le monde a adhéré et c'est devenu une association nationale. Mais au début, c'était au lycée. C'est ce qui souffrait de la même chose. Et puis finalement, la chose est devenue nationale. D'accord. Madame Koulibaly? Magui a touché un point important, qui est la scolarisation de l'enfant drépanocytaire. Donc c'est un cri de cœur que nous lançons dans tous les pays membres. C'est qu'il faut qu'il y ait une loi pour pouvoir maintenir l'enfant drépanocytaire à l'école. Vous savez, tout ce qui se passe à l'école, que ce soit les évaluations, examens ou autres, tout ceci sont sources de déclaration de crise. Moindre stress, l'enfant est en crise. Donc ce que nous sollicitons auprès de nos décideurs, c'est de leur donner la chance d'avoir une surévaluation après la crise et de les maintenir à l'école, ne pas les renvoyer, les laisser travailler, continuer la scolarité pour rendre service à la nation. Et ce que nous demandons encore... Un traitement spécifique, quoi. Voilà, un traitement spécifique. Si je prends le cas du Mali, la drépanocytose est cause de déperdition scolaire jusqu'à 52%. Donc, ce que nous sollicitons à travers les réseaux, c'est d'introduire la drépanocytose dans le curricula de l'enseignement au niveau de nos pays, au même titre que la tuberculose, le sida. Ça nous permettra d'informer et les enseignants et les élèves étudiants universitaires. La drépanocytose, c'est une maladie de la douleur et la douleur peut survenir n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Donc si les enfants se mettent tout d'un coup à crier à l'école qu'ils ont douleur en classe, il y a des gens qui partent par la fenêtre, d'autres par la porte, ils se coincent, ils disent que l'enfant est possédé. C'est toute une stigmatisation qui entoure cette maladie. Donc le devoir des associations, c'est de pouvoir démystifier la drépanocytose. Okay, Madame Ima, quels sont les acquis de votre association? Au Niger, comme je vous l'ai dit, notre association a pu faire un plaidoyer auprès de l'État du Niger. On a eu un terrain. Et on a fait un plaidoyer auprès de la principauté de Monaco. On a eu le financement pour la construction du centre. Et ensuite, on a eu à mettre en place ce système d'auto-assurance qui a duré quand même pendant plusieurs années, de 1998 jusqu'à 2018. Et ensuite, on a eu à déposer au niveau du centre donc des médicaments, un stock de médicaments pendant le mois d'août parce que c'était la pandémie du palu. Pendant cette période-là, le centre est complètement occupé par plusieurs malades. Donc on a mis à la disposition du CNRD un stock de médicaments pour que chaque patient qui rentre le premier jour, il est pris en charge dans le stock que nous avons déposé pour pouvoir diminuer justement le coût de cette maladie. Parce que très souvent, comme je vous l'ai dit, les parents, quand ils viennent le premier jour, ils sont sans ressources. Et ce qui veut dire que le parent prend le relais à partir du deuxième jour de l'hospitalisation. Donc voilà. Monsieur Banaon, qu'est-ce que l'association a apporté comme amélioration dans la prise en charge des drépanocytaires au Burkina? Oui, depuis la création de l'association, nous nous sommes donnés comme priorité d'abord de contribuer à renforcer les compétences du personnel soignant, le personnel
prise en charge de la drépanocytose. Et donc nous avons mobilisé des ressources à travers des partenaires, notamment la Principauté de Monaco, pour assurer la formation des agents de santé au dépistage et à la prise en charge de la drépanocytose. Et donc c'est une liste quand même assez diversifiée d'agents de santé qui ont été formés dans différentes régions et qui constituent quand même un support pour les malades lorsqu'ils vont au niveau des structures de prise en charge. Le deuxième élément, c'est l'initiation du dépistage néonatal. Si je prends moi mon cas, j'ai découvert la drépanocytose de mon enfant au détour des crises répétitives et au niveau des hôpitaux, on se rencontrait et donc c'est à cette occasion nous nous sommes retrouvés pour pouvoir mettre en place effectivement cette association. Alors, on s'est dit qu'il faut initier ce dépistage néonatal de manière à ce que dès la naissance, on puisse savoir si son enfant est drépanocytaire ou pas. Et nous avons initié ça au niveau de 4 maternités de Saint-Camille, la maternité de l'hôpital de Bobo, le CHU Bobo, et puis également Chifra. En dehors de ça, nous avons également essayé de mobiliser des ressources pour soutenir les enfants drépanocytaires en situation de détresse. Et depuis 2018, nous avons soutenu environ 300 enfants drépanocytaires en situation de détresse en les faisant adhérer à une mutuelle de santé et en acquérant des médicaments et des vaccins pour les appuyer à avoir en fait une prise en charge complémentaire. Voilà un peu quelques actions qui ont été menées dans le cadre de la prise en charge des enfants drépanocytaires et même des drépanocytaires adultes. D'accord. Monsieur Ndiaye, quelles sont les actions phares au niveau du Sénégal? Alors, au niveau du Sénégal, l'avantage qu'on a, c'est que quand même, nous sommes écoutés, bien que ce qu'on demande n'est pas toujours mis en pratique. Mais quels que soient les plateaux, les réunions, nous sommes toujours associés aux décisions, nous siégeons dans les hôpitaux. Et vraiment, ça, c'est un acquis. C'est un atout en plus où nous avons eu la chance d'être vraiment en symbiose avec le corps médical et cela a permis de vraiment créer des situations de formation, d'échange entre les médecins. Il y a une symbiose énorme entre les patients, le corps médical et c'est pratiquement une famille, à telle enseigne que partout sur le territoire national, où que puisse être le patient, moi il me suffit juste d'appeler pour que vraiment qu'on les gère. Mais l'avantage que peut-être les autres ont et que nous, on n'a pas, c'est qu'au niveau des mutuelles, jusqu'à présent, les maladies chroniques comme la drépanocytose au niveau du Sénégal ne sont pas pris en compte dans les mutuelles. Et c'est ça le dommage. D'accord. Madame Wanda, en Mauritanie, quels sont les avantages de la prise en charge de drépanocytaires à travers votre association? Les avantages qu'on a eu, c'est que la formation des médecins en DI drépano. On a eu à former 6 médecins en DI drépano. Ils sont restés dans la capitale et 3 dans les régions. On a eu aussi à doter l'hôpital de Kéidi d'un appareil électrophorèse pour faciliter aux villages qui sont dans les environs de ne pas se déplacer jusqu'à la capitale, le seul lieu où on peut faire l'électrophorèse, de se rabattre sur Kéidi pour faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ainsi, la formation du personnel de santé dans les régions. On a formé 250 médecins dans 6 régions pour la prise en charge de la drépanocytose. Tout ça, c'est grâce à l'accompagnement de l'État de Monaco et une partie de l'OMS aussi. Madame Koulibaly, quels sont vos acquis? Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose au Mali, le CRLD, est l'un des acquis principaux de l'AMLUD. Mais n'empêche, le combat continue toujours parce que ce centre à l'obtention a un statut d'hôpital de jour. Et vu le nombre grandissant de drépanocytaires, donc le centre est fortement dépassé par ce qui se passe. Et nous sollicitons auprès des autorités le changement du statut de ce centre, que ce soit un hôpital à temps plein pour la continuité des soins. Donc c'est là le combat maintenant. D'accord, donc c'est le défi à relever. Et en plus de ça, est-ce qu'il y a d'autres défis? Il y en a plein. On veut vraiment que la drépanocytose soit classée parmi les maladies sociales dans tous nos pays afin d'avoir la gratuité des soins. Quelque chose d'autre à ajouter? C'est le même défi.
Oui. Bon, ça, c'est un défi commun. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres défis spécifiques à chaque pays? Madame Ima? Oui, par exemple, pour nous au Niger, le grand défi, il faut que l'État reconnaisse la drépanocytose comme un problème de santé publique. Ça, jusqu'à présent, c'est notre combat. Il faut que l'État s'investisse pour qu'il reconnaisse que vraiment il y a des familles qui souffrent en silence et que cette souffrance est pire que celle du sida, elle est pire que celle du coronavirus. Mais on ne mesure pas l'importance de cette maladie. Et ça, c'est un grand défi. C'est pourquoi nous sommes regroupés en réseau pour faire entendre nos voix. Parce que c'est un problème qui se pose et on ne prend pas ce problème-là à la mesure de l'enjeu qu'il pose à la société et à nos familles. Tout le problème est là. Monsieur Banan, je voulais juste ajouter qu'au Burkina, par exemple, nous sommes dans un processus de mise en place de l'assurance maladie universelle. Et dans le cadre de la loi 060 CNT, par rapport au régime d'assurance maladie universelle, il y a l'article 14 qui parle de la liste des maladies à exonération. On aurait souhaité que, effectivement, dans le processus, la drépanocytose soit effectivement pris en compte sur la liste des maladies à exonération pour au moins se soulager un peu le poids financier de la drépanocytose au niveau des familles. Et les autres défis, c'est bien sûr l'absence de programme national, l'absence de statistiques pour soutenir nos plaidoyers et également aussi le centre de référence dont on a fait cas tout à l'heure. Donc, en matière de défis, je pense que les défis sont presque les mêmes à travers tous les pays de la sous-région. Le réseau vient d'organiser un séminaire international du 21 au 25 juin à Ouagadougou. Donc, parlez-nous un peu de ce séminaire international. L'objet de notre présence à Ouagadougou se situe dans le cadre du renforcement des capacités des membres du REAL, dans le cadre du montage de projets et aussi de la mobilisation des fonds locaux pour pouvoir soutenir d'autres projets. Donc c'est le lieu de remercier fortement la direction de la coopération internationale de Monaco qui, sans son appui, le présent atelier n'aurait plus lieu. Donc depuis la création du REAL jusqu'à nos jours, la DCI appuie toutes les associations dans nos pays respectifs. Et les médecins référents qui ont été formés, nous travaillons vraiment en symbiose, la main dans la main, pour le bonheur des drépanocytaires de nos pays. Donc cet atelier, vraiment, il est la bienvenue parce que nous en avons besoin pour pouvoir monter de gros projets pour le bonheur des drépanocytaires. Monsieur Banao, quelles sont les grandes conclusions de cette rencontre et en quoi cela va contribuer à l'amélioration de la prise en charge des drépanocytaires de tout le réseau? Merci. Je pense que nous sommes très heureux au Burkina d'avoir reçu les membres du réseau au Burkina pour cet atelier. Il faut dire qu'au cours de cet atelier, nous avons travaillé sur les différents projets par pays. Parce que chaque pays, et ça a débuté depuis le Sénégal, où nous avons travaillé sur l'élaboration des projets. Et maintenant, au cours de cet atelier, c'était des cas pratiques. Ça veut dire que chaque pays devrait présenter un projet. Et puis avec l'aide du consultant international que la principauté de Monaco a bien voulu mettre à la disposition du réseau, il était question donc d'affiner l'ensemble des projets. Et au cours de l'atelier, nous avons convenu d'un agenda pour la transmission des documents conceptuels de ces projets. Et notamment au mois de septembre, tous les pays devraient faire parvenir leurs concept notes au niveau donc de la principauté de Monaco. Et au mois de janvier, on devrait normalement défendre les différents projets, avoir le retour de la principauté de Monaco. Et après le janvier, il devrait se prononcer pour la mise en œuvre des différents projets. L'autre aspect, c'est l'évaluation du partenariat au niveau des associations avec les partenaires au niveau local. Je pense qu'à cet atelier, ça a été l'occasion pour le consultant qui a fait le travail de faire le point du partenariat de chaque association avec l'ensemble des partenaires au niveau de chaque pays. Et je crois que ce point qui a été fait, on nous a quand même donné pas mal de conseils
pour renforcer davantage les différents partenariats que nous avons créés au niveau de nos différents pays. Et il faut terminer aussi en disant que ce qui a marqué beaucoup, c'est le plaidoyer que nous avons mené de façon concrète au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est une des réussites de cet atelier. Et je pense que nous serons vraiment bénéficiaires, tout comme on l'a fait dans d'autres pays. C'est le lieu de remercier vraiment notre ministre de la Santé qui nous a reçus. Et ça a marqué tout le monde. Et je pense que chacun a trouvé qu'il était tellement occupé et il nous a reçus lors de sa garde. Et ce qui a marqué tout un chacun en disant mais un ministre qui est toujours qui prend ses gardes. Et je pense que c'est l'occasion aussi de le remercier parce qu'il nous a reçu le CID, le comité d'initiative contre la drépanocytose, en début de semaine. Et ensuite, il l'a reçu avec le réseau et nous avons discuté un peu de tout ce qu'il y a comme accompagnement du ministère de la Santé au niveau de l'association. Donc voilà, de façon ramassée, un peu les grandes conclusions que nous avons eues au cours de cet atelier qui prend fin aujourd'hui. Et donc, à cette occasion, je profite vraiment de saluer l'implication et l'engagement constant de la Principauté de Monaco qui accompagne le réseau depuis sa naissance. Donc, pour terminer, M. Ndiaye. Alors, le mot de la fin, c'est remercier le pays, quand même Burkina, ce n'est pas la première fois que nous y sommes. Remercier les médias. Nous, on a compris qu'ici, c'était vraiment le pays des hommes intègres, mais aussi et surtout un engagement médiatique. Et partout, durant tous nos séjours, c'est la troisième fois que nous séjournons dans ce pays, nous avons été dans tous les plateaux. Et ça, nous le devons à la pertinence, au professionnalisme que la RTB fait et que nous suivons même dans nos différents pays. Donc merci à vous, merci au Burkina et merci surtout au ministre de la Santé et au président de l'Assemblée nationale. Merci à vous également d'être venu sur ce plateau. C'est bien la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Bonsoir.